En fait, on sort l'EP, donc c'est un CD quoi, mais qui est juste la moitié de l'album. Alors la moitié de l'album, est-ce Ouais. que alors c'est un mélange de styles, de langues. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le présenter aux auditeurs de la chaîne 3? Alors l'EP s'appelle Ruina. Oui. Et c'est donc le titre éponyme puisqu'il y a un titre qui s'appelle Ruina. C'est très bon d'ailleurs, Ruina. Voilà, Ruina qui veut dire beaucoup de choses d'ailleurs. Oui. Qui veut dire même, je crois, il y a un Kralota. truc qui se mange. Non, Oui. mais un truc qui se mange qui s'appelle Ruina. Oui, aussi. Ruina, c'est comme de la tammena. Ouais, c'est ça. Vous mettez un peu de beurre et du miel et vous la mangez. C'est du côté de Annaba et ouais. C'est très très bon. Donc voilà. Qui a choisi le titre? C'est Amazigh? C'est moi. Ok. Ouais. Après, il y a un titre, par exemple, qui est en anglais, qui parle de la dystopie transhumaniste, en fait, qui parle en gros de tous ceux qui ont pour projet d'éteindre la race humaine, ou en tout cas qu'il n'y ait qu'une partie de la race humaine qui vive réellement et que tous les autres soient un peu des esclaves. Oui. Donc ça parle de ça. Ça c'est Caravan to Dystopie. C'est le seul titre qui est en anglais dans ce mini CD, on va dire. Et j'ai choisi d'écrire ce titre en slang jamaïcain, donc en ce qu'ils appellent le patois. Ça s'écrit comme en français. Comme le patois français, sauf que c'est le jargon jamaïcain, parce que c'était une réaction à toute la période Covid et à toute la période justement où il y avait un rouleau compresseur informationnel anglo-saxon qui était très 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 fort. Et donc j'ai délibérément et volontairement voulu écrire ce texte dans un argot, on va dire, qui soit pas américanisant. En tout cas, j'ai choisi cette couleur-là. La couleur musicale est plutôt rocksteady jamaïcain. Donc c'est plus dans ces couleurs-là, ce qui a toujours été finalement un peu les couleurs que je préfère dans la musique anglo-saxonne. Après, il y a un morceau qui s'appelle Congo Manawa, qui est c'est comme un gnawi traditionnel, mais c'est une chanson cubaine à la base. Donc c'est une chanson cubaine que j'ai adaptée, sur laquelle j'ai mis du gembri. Est-ce qu'on connaît l'air un petit peu? Je l'ai déjà joué, ici. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand vous jouez ce morceau et que vous dites pas qu'il est cubain, les gens pensent que c'est un gnawi traditionnel, parce que vraiment c'est construit comme du gnawi. Mais à la base, c'est construit comme du gnawi. Moi, j'ai fait que arabiser les paroles et rajouter une partie heddawi à la fin, un truc un peu speed, un peu rapide, comme on fait chez nous. C'est une accélération rythmique. Mais sinon, à la base, le titre, c'est vraiment un afro-cubain. C'est un palo mayombe, on appelle ça. C'est un style qui se joue à Cuba avec essentiellement des tambours et des voix. Et donc, beaucoup de place finalement pour les cordes, pour des pianos, pour ce qu'on veut. Et moi, cette musique, je l'ai découverte à l'occasion d'une création avec des Cubains, à l'occasion d'un voyage avec des Algériens à Cuba, justement. C'était un travail sur la tricontinentale. Et donc, moi, mon boulot dans ce projet multimédium qui comprenait de la vidéo, de la photo, de l'écriture, etc., moi, j'étais censé monter quelque chose de musical avec des Cubains. Et donc, on a monté un truc qui s'appelait Argel de la Havana, Alger de la Havane. La Havane, oui. Et il y a une histoire, hein, Alger de la Havane. Bah oui. Et puis même, ça se ressemble. Bien sûr. Dans l'ambiance. Et c'est dans le cadre de ce projet-là que je me suis intéressé vraiment à la musique afro-cubaine ancestrale et traditionnelle, et pas la rumba ou la salsa, qui sont des musiques déjà transformées. Par exemple, la salsa est pratiquement née à New York, même si c'est de la musique cubaine, mais c'est quand même... c'est un peu comme le pop rail, en fait. Sauf que le pop rail, il est né en Algérie, mais à Oran. Alors que le rail, en fait, il vient de l'intérieur du pays. Parce que à Oran, à la base, il n'y a pas de rail, il y a du Louharani, ce qu'on appelle Louharani. Le rail, il vient vraiment, ce qu'on appelle trab, en fait, rail trab. Donc, tout ce qui est Maskar, Saïda, Blabbas, c'est ça, en fait. Bled rail. Et après, le pop rail, la modernisation du rail, le fait qu'on ait rajouté des trompettes un peu à l'espagnol, des choses comme ça. Ça s'est fait sur le littoral, au bord de la mer, en face de l'Europe, avec une clientèle aussi qui était plus européenne. Donc voilà. Il a grandi avec quel son dans ses oreilles, Amazigh Keteb? Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison? Pas mal de jazz et de rock des années 60-70, parce qu'en fait, moi, j'ai grandi avec une musique que j'ai pas choisie. Mes oncles étaient des fous de jazz, donc ils avaient tout le temps des vinyles, ils ramenaient toujours des nouveaux disques. Donc j'ai commencé vraiment tout petit à écouter involontairement cette musique-là. Donc c'était Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, tout. Il y avait plein de références de jazz, même je pense des références dont je me rappelle pas. Mais à un moment donné, il y a Bob Marley qui rentre dans votre vie. Il y a ça qui est arrivé, mais avant Bob Marley, il y a eu
il y a eu en fait tout simplement que moi j'adore chanter depuis toujours, depuis que je suis tout petit. D'ailleurs moi j'étais autoradio avant d'être chanteur. Je chantais dans la voiture. Parce qu'on n'avait pas d'autoradio. Oui, je sais. On l'a tous fait. Voilà, pour aller à la plage. Mais qu'est-ce qu'on chantait dans la voiture à Alors dans la voiture justement, au début je chantais un répertoire qui était assez restreint parce que je connaissais les chansons qui se chantaient dans les pièces de mon père là. Oui. Je connaissais quelques morceaux de Rai, Yazina Delilata, La Faïs Adouma. Oui, Marcel Khalifa aussi. Marcel Khalifa, Cheikh Imam, voilà, les trucs. Voilà. Et Dachem Siroreket. Voilà, les trucs engagés. Et après, en fait, comme on allait souvent à la plage, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon répertoire, il était restreint. Limité. Voilà. Donc, je me suis mis à leur demander, tous, de m'offrir des disques avec les paroles dessus, pour pouvoir chanter avec, pour les apprendre par cœur. Donc ils se sont mis à m'offrir des Beatles, des disques où il y avait les textes. Okay. Et vraiment c'est ça, je pense, qui a fait un peu le switch où entre parenthèses, je me suis professionnalisé, même si j'avais 6-7 ans. Mais en fait c'est avec ça que j'ai appris l'anglais, c'est avec ça que j'ai appris à chanter. Et c'est ce qui m'a peut-être organisé dans ma façon de chanter, puisqu'avant je faisais que apprendre par cœur des chansons que j'entendais, mais c'était pas sérieux. Okay. Alors que quand j'ai commencé à voir les textes et à lire en même temps que je chantais sur les disques, là il y avait un aspect un peu plus laborieux, un peu plus construit, quoi. Mais comment ça se fait que très tôt comme ça et très jeune vous aviez eu envie, Amazir, de vous mettre dans la chanson et de... C'était quoi le déclic? C'est l'amour de la musique, tout simplement, et parce que j'aimais chanter. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'a donné beaucoup de courage. Je crois qu'une fois, je devais avoir 4-5 ans. En tout cas, je m'en rappelle. J'ai chanté, je suis monté sur scène avec la troupe de théâtre, et on a chanté l'Internationale. Et moi, j'avais une toute petite voix à l'époque, j'avais une voix très aiguë comme un enfant, quoi. Et donc je chantais avec le poing levé comme ça. Et mon père, quand je suis sorti de scène, il m'a dit c'est bien, il m'a dit tu chantes bien et tu chantes juste. Et quand il m'a dit tu chantes juste, ça m'est resté en fait ce truc-là dans la tête. Quand il m'a dit tu chantes juste, ça m'a rassuré, ou je sais pas, il y a un déclic qui s'est passé. Ça veut dire il y a eu bénédiction et pour dire oui, je suis capable, je peux le faire. Voilà. Et ça vient quand même de Kate Biassine. Mais moi c'était comme mon papa. Oui, c'était comme votre papa, je sais. Vous étiez un des premiers, je dirais, Amazir Kateb, à aller vers l'Afrique. C'était quoi aussi cette envie d'aller et de reprendre tout ce qu'il y avait d'africanité en nous, dans les sons, dans les styles, dans le... En fait, ça remonte à un voyage. C'est pour ça que si j'ai un message pour la jeunesse, c'est voyager autant que vous pouvez, et y compris en Algérie. Parce que moi, ce voyage-là, c'est en Algérie. C'est un flash que j'ai eu une fois avec ma mère. J'étais allé, d'ailleurs, je voulais pas y aller au départ. Elle était venue me chercher pour les vacances de Pâques. À l'époque, j'habitais à Blaibès, et elle travaillait à la radio à l'époque. Et donc, elle est venue pour m'emmener à Adrar et à Timimoun. Et moi, je lui dis, qu'est-ce qu'on va aller faire? Les scorpions, le sable, Srana, là, je me rends le bahar. Parce qu'il faut que tu connaisses le désert. Bon, elle a réussi à manger le cerveau quand même, et on est allé. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 9 ans, la première fois, 9 ans. 9 ans, le contact avec le Sahara. Le Sahara. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'on était très, très africains. Parce que je savais que l'Algérie était en Afrique, mais je savais pas qu'il y avait toute cette population noire déjà. Parce que à Alger, il y a beaucoup moins de noirs qu'à Timimoun ou à Adrar. Donc j'ai découvert déjà une Algérie beaucoup plus noire et une africanité dans la musique qui n'existait pas ici. Par exemple, moi à l'époque, j'aimais pas le chabi, j'aimais pas l'andalou, j'aimais pas le malouf, j'aimais pas... En fait, toutes les musiques du Nord, elles me paraissaient un peu vieilles et un peu lentes, un peu lourdes et légèrement trop doctes en fait, parce que les paroles du chabi, c'est du milhoul, c'est difficile à comprendre pour un gamin. Donc j'avais du mal à rentrer là-dedans. Et Sahara, j'ai participé direct à ce qu'ils appellent le chouk. C'est très participatif. Tout le monde joue, tout le monde tape dans les mains, tout le monde danse, chante. Tout à fait. Il faut avoir le même rythme. Il faut pas taper trop fort aussi, sinon tu couvres les gens. Voilà. Donc ça a été vraiment une rencontre à la fois culturelle, identitaire et musicale, puisque moi j'adore chanter depuis toujours, donc c'était aussi quelque chose qui m'a entraîné. Et finalement, je suis rentré dans la culture algérienne par cette porte-là. Parce que c'est après ça, c'est après ce voyage, et bien sûr en vieillissant un petit peu, en grandissant,
que je me suis mis à aimer le Chaabi, que je me suis mis à aimer l'andalou et à aimer tout ce que justement... C'est au moment où vous commencez à faire de la musique, donc vous partez vers vos origines, on va dire. C'est ça. Et du coup, Gnawa Diffusion, je pense que la première idée de Gnawa Diffusion, elle est arrivée à ce moment-là, pendant ce voyage-là. Et c'est vrai qu'après, avec l'exil aidant, c'est-à-dire avec une coupure nette avec l'Algérie, surtout qu'à l'époque, c'était la décennie noire, c'était le début de la décennie noire, quand moi je suis arrivé en France, eh ben j'avais besoin de renouer, de la déclamer en fait. Mon algérianité, j'avais besoin de la dire, j'avais besoin de la partager, et j'avais besoin de montrer la porte par laquelle j'étais passé pour aller vers cette identité-là. Et ma porte à moi, c'est une porte africaine. Voilà. Après, il y en a d'autres, ça peut être méditerranéen, ça peut être... Chacun rentre dans sa culture par la porte qui lui est offerte ou qui lui est ouverte. Moi, ça a été l'Afrique. Ça a été par Timimoun, Adrar, et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on nous impose cette carte géographique où c'est toujours le nord qui est en haut et où finalement on regarde l'Algérie, on dit que l'Algérie est au bord de la mer. C'est vrai, mais de l'autre côté, elle est au bord du désert aussi. Bien sûr, mais aussi. Ça, c'est et l'immensité et l'immensité du d'immensité et puis du désert et puis de l'Afrique, tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est peut-être inscrit en nous, le fait de voir l'Algérie plus comme un pays méditerranéen et un pays arabe. Plutôt qu'un pays africain, je pense que c'est quelque chose qui est quand même très prégnant chez nous et dont on a besoin peut-être de se soigner, ou en tout cas qu'on a besoin de relativiser, parce que nos frères, ils sont sur ce continent. Culture Show, c'est votre nouveau rendez-vous culturel. Retrouvez-moi en direct le dimanche, lundi et mardi de 11h à midi, en compagnie de celles et ceux qui font la culture et les arts. Culture Show, une émission présentée par Badia Haddad et réalisée par Mohamed Toualbi sur Radio Alger Chaîne 3.